Bonjour, encore une nouvelle vidéo de l'informateur. Aujourd'hui, je vais vous faire voir donc un article par rapport au netbook que je vous ai parlé la dernière fois. Netbook Asus sous Linux. Et on va parler de la guerre Microsoft vs Linux. Alors déjà, voici l'ordinateur portable, le netbook sous Linux à moins de 200 €. Café enragé, donc article de 2011. Donc ordinateur commercialisé en 2011. Café les grandes joies de Microsoft. Et qui était pas trop mal pour l'époque. Et donc avec Linux 10. Et donc là, Asus, c'était qui proposait l'un des seuls netbooks sous distribution Linux commercialisés sur le marché français. Par rapport à ses comparables sur Windows 7 Starter, ce modèle profite grâce à cette distribution Linux Ubuntu, qui n'est pas soumise aux critères de Microsoft, d'une quantité de mémoire doublée à 2 Go afin d'être plus à l'aise au quotidien, ce que permet aussi le processeur Atom Dual Core par rapport à un Atom Single Core. Donc Dual Core, c'est comme si vous aviez deux microprocesseurs dans la machine. Voilà. Et donc autonomie de 10 heures. C'était pas mal pour l'époque. Bien vu de la part d'Asus. Bon. Et donc là, j'ai retrouvé un article de ZDNet. Microsoft a un jour qualifié Linux de cancer et c'était une grosse erreur. Business. L'hostilité de Microsoft envers Linux s'est considérablement atténuée ces dernières années, mais les cicatrices de la guerre contre Linux restent encore visibles aujourd'hui. Comme les choses ont bien changé, en 2001, le PDG de Microsoft de l'époque, Steve Ballmer, décrivait que Linux était un cancer qui s'attache à tout ce qu'il touche au sens de la propriété intellectuelle. Tu m'étonnes. Dorénavant, Microsoft adopte Linux après avoir pris conscience que c'est Linux et non Windows Server que les entreprises veulent, à la fois sur les serveurs et dans le cloud. Mais les effets négatifs de la guerre contre Linux ont laissé des cicatrices qui demeurent visibles encore aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été écrites sur Microsoft au cours des années 2000, mais quand je regarde en arrière, les problèmes semblent clairs. Microsoft est devenu totalement obsédé par l'idée de mettre Windows sur chaque terminal, donc ordinateur et téléphone, alors qu'il aurait dû chercher à faire de l'argent avec tous les terminaux. Et oui. Et si Microsoft avait adopté Linux et Android plus tôt? La direction de l'époque considérait Windows comme le composant incontournable, l'éditeur était salué sans le moindre esprit critique par des fanboys qui voyaient la société aux milliards de dollars comme une équipe sportive. C'est un peu la même chose avec Apple. Alors que Microsoft voyait le monde à travers le prisme des PC et des serveurs fonctionnant tous sous Windows, le monde qui l'entourait changeait et changeait rapidement. Les PC et les ordinateurs portables ont cédé la place à une myriade de terminaux dans un large éventail de tailles d'écran et de facteurs de forme, tandis que les serveurs se transformaient en plateformes de cloud. Si au lieu de pousser Windows sur des appareils, Microsoft avait plutôt travaillé sur la construction d'écosystèmes qui n'étaient pas liés à Windows, l'entreprise serait aujourd'hui très différente et dominerait très probablement un secteur comme Apple, Amazon et Google le font désormais. Et je suis certain que si Microsoft avait décidé d'adopter Linux et Android dès le début, la firme n'aurait pas permis aux iPhone, Kindle, Chromebook et Pixel de dominer comme ils l'ont fait. Et je suis convaincu que les marchés seraient meilleurs du fait de cette concurrence. Mais au lieu de cela, Microsoft a laissé échapper des profits colossaux et son empire souffre désormais de très fortes lacunes. Il n'y a pas de smartphone ou de tablette bon marché, ni d'appareil pour rivaliser avec les Chromebooks. Pas non plus d'App Store susceptible d'être pris au sérieux. L'éditeur est également un petit acteur dans l'industrie du divertissement et sans beaucoup d'influence dans des domaines comme la domotique. Et étant donné la force des acteurs établis, il est difficile de voir comment Microsoft pourrait dorénavant modifier significativement le rapport de force sur ces marchés, et c'est probablement profondément regrettable. Pensez-vous que Microsoft aurait dû adopter Linux plus tôt? Et en quoi pensez-vous que le monde de la technologie serait différent si tel avait été le cas? Source Microsoft, non, ils ont joué leur jeu, ils ont joué l'argent et ils ont joué l'instantané.
et ils ont perdu la guerre. Parce que justement, un truc que je vous ai pas parlé aussi, c'est que... alors attends, il y a un truc qui m'a interpellé tout à l'heure. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça, les App Store. Il faut savoir que les premiers App Store ont été créés sous Linux. Tout à l'heure, dans la vidéo précédente, voire même celle d'avant, je vous ai parlé de la distribution Debian. Et dans la distribution Debian, vous avez des mises à jour qui se font via Internet, évidemment. Ça se faisait aussi par CD à l'époque, mais c'était moins pratique. Mais bon, après Internet, ça a quand même facilité les choses. Et donc en fait, les mainteneurs de distribution Linux ont créé ce qu'on appelle des dépôts. Des dépôts, ce sont des serveurs sur Internet contenant des paquets, on appelle ça comme ça, des paquets qui correspondent à des logiciels. Par exemple, vous vouliez installer, je sais pas moi, Firefox par exemple, qui est un logiciel libre aussi. Vous ouvriez un gestionnaire de paquets, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Maintenant on appelle ça une Logitech. Vous ouvriez votre gestionnaire de paquets, vous tapiez Firefox, vous sélectionniez le logiciel installé et le gestionnaire de paquets, qui est un logiciel dans l'interface graphique, vous avez juste à faire clic-clic, vous installez tout ce qu'il fallait et après vous vous retrouvez avec Firefox. Voilà. Et ça date des années 90 quoi. Donc là, on a l'impression qu'avec Apple, l'iPhone, Android avec son Apple Store, etc., son App Store, pardon, que c'est nouveau, mais non, pas du tout. Voilà. Et donc Microsoft a perdu la bataille. Ils ont voulu jouer et ils ont perdu. Et donc du coup, là c'est un article du Monde Informatique. Je vous mettrai les liens encore dans la description. Après, donc Microsoft s'invite dans la fondation Linux. Après des années de guérilla stérile, Microsoft poursuit son ouverture sur Linux et rejoint enfin la fondation du même nom. Alors attention, ça ne veut pas dire, parce qu'ils ont essayé, qu'il y aura des logiciels Microsoft sous Linux. Ils ont essayé timidement avec Internet Explorer. Ils se sont fait rayonner par les utilisateurs, parce que déjà Internet Explorer 1, voilà. C'est pour ça qu'ils ont créé Edge derrière. Edge, je rappelle, qui est basé sur le navigateur Android de Google, pardon, Chrome. Et voilà. Mais je pense pas que demain on verra des logiciels Microsoft sous Linux. Alors après, s'il y en a, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en servent. Bon, après, c'est peut-être les aficionados avec leurs habitudes, etc. Parce que effectivement, les interfaces entre LibreOffice, qui suffit amplement au commun des mortels, qui a une interface basique mais très très complète et très bien, la barre, la super barre de Microsoft Office, qui Microsoft veut tuer en le remplaçant par Microsoft 365, Office 365, qui veut tout mettre en ligne. Donc j'ai pas essayé d'utiliser Office 365 hors ligne. Je sais pas comment ça marche. Alors, donc la nomination de Satya Nadella en 2014 a normalisé les relations entre Microsoft et le monde open source. Après de nombreuses campagnes de dénigrement contre le logiciel open source et Linux ces dernières années, surtout durant la période Ballmer, Microsoft montre un intérêt de plus en plus significatif pour le système d'exploitation de Linus Torvalds. Hier, la firme de Raymond a même officialisé ce rapprochement en adhérant à la fondation Linux, l'association qui gère le développement du noyau du système d'exploitation et finance ses projets open source. Microsoft a également livré la bêta publique de SQL Server pour Linux. Le portage du logiciel de base de données relationnelles annoncé pour la première fois en mars dernier était très attendu. De plus, les développeurs Linux peuvent désormais travailler avec une version bêta d'Azure Apple Service, un service qui leur permet de se libérer des tâches de gestion de l'infrastructure pour les applications basées dans le cloud. C'est en 2014 que le CEO, donc le nouveau dirigeant de Microsoft, a programmé son amour pour Linux. Depuis, la firme de Raymond ne ménage pas ses efforts pour adopter et soutenir Linux et l'open source.
J'ai de pas rire. Microsoft sera d'ailleurs bientôt membre Platinum de la fondation Linux, au même titre que Intel, Oracle, Samsung et IBM. Les très nombreux efforts entrepris par l'éditeur pour se rapprocher de Linux viennent compenser l'intérêt tardif de l'entreprise pour l'open source. Dans un communiqué, le directeur exécutif de la fondation, Jim Zemlin, a déclaré que Microsoft allait probablement intensifier sa participation et son engagement et envers le développement open source. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a beaucoup d'utilisateurs de Linux qui ont vu Microsoft arriver avec ses gros sabots et son cheval de Troie. On verra ce qui arrive. Mais bon, vu que les gens, les développeurs de Linux sont aguerris, savent ce qu'ils font, normalement il n'y a pas de souci à se faire. Des relations enfin apaisées. Mais cette lune de miel entre les deux entités est récente. En 2009, Jim Zemlin accusait Microsoft de miner secrètement Linux après la vente d'une série de brevets liés à Linux. De son côté, Microsoft ne se privait pas d'attaquer de l'os open source. Il y a 15 ans, l'ancien CEO, Sid Ballmer, avait même qualifié ce système d'exploitation de cancer. Cependant, même à l'époque où Microsoft se montrait très agressif à l'encontre de Linux, la porte-parole est toujours restée ouverte entre les deux organisations. La porte ouverte, pardon. En 2008, Jim Zemlin avait déclaré à notre confrère Paul Krill d'InfoWorld: nous aimerions bien accueillir les développeurs dans un même espace pour travailler à l'amélioration de l'interopérabilité de Linux avec les produits Microsoft. Non, pas envie. Nous aimerions le faire en appliquant les méthodes du monde open source, c'est-à-dire sans accord marketing ni contrat spécifique, selon un processus ouvert auquel pourrait participer n'importe quelle personne de la communauté. Donc là, il faut voir que en fait, ils se rendent compte que le processus pas de développement mais de progression de Linux commence à augmenter. Hein. On est resté longtemps à 1%. Maintenant, on approche les 5, voire un peu plus. Donc, ils voient qu'il y a des sous à se faire. Donc, voilà. Mais non. Le réchauffement des relations entre les deux organisations a vraiment eu lieu l'an dernier, au moment du lancement d'une certification autorisant à faire tourner Linux sur Azure. Afin d'obtenir le dit certificat, les administrateurs système ont dû faire valider par Microsoft leur connaissance d'Azure et faire valider par la fondation Linux leurs compétences dans le système d'exploitation open source. Voilà. Ok, je ne veux pas aller plus loin. Voilà. Et donc là, je vous partage un dernier article de lecrabinfo.net qui sort des fois des bons trucs aussi. Guerre des os, pourquoi Linux gagne du terrain sur Windows? Parce qu'en fait, le grand frein de Linux, c'est que déjà il n'est pas installé sur beaucoup de PC. Vous allez dans des magasins d'informatique, c'est que les Windows. Il y a aussi le fait qu'il faut l'installer. Donc, et aussi le frein, au niveau bureautique ça va, niveau navigation ça va, niveau gestion il y a des logiciels bien, graphisme on s'en sort bien, mais ce qui pêchait aussi c'était les jeux. Mais ça change. Donc ça c'est un article qui date du 14 novembre 2024, donc c'est pas si vieux que ça. Depuis de nombreuses années, Windows, le célèbre système d'exploitation de Microsoft, règne en maître sur le marché des systèmes d'exploitation grand public avec environ 75% de part de marché. Cependant, Linux et ses nombreuses distributions progressent et commencent aujourd'hui à grignoter quelques places à Windows. En effet, on a récemment observé une montée de Linux sur le marché du desktop. Donc le marché du desktop, c'est le marché de Monsieur Tout le Monde, où il a franchi la barre des 4% des parts de marché mondiales, indiquant qu'il commence à prendre une place plus importante que jamais dans les foyers du monde entier. Alors pourquoi cet engouement pour un système longtemps perçu comme technique et peu accessible, découvrant les raisons de ce succès croissant et les défis et obstacles qui persistent. Le principal défi, c'est l'installation et les habitudes. Parce que moi je peux vous dire que, ayant installé Linux sur pas mal de personnes, je fais l'installation, l'optimisation, etc. Le logiciel qu'il faut. Je leur mets une interface, on appelle ça un environnement de bureau similaire à Windows, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout similaires. Mais bon, après c'est une question de choix et de goût. Ils s'y retrouvent très bien, donc voilà. L'augmentation de la part de marché de Linux sur le desktop. Selon les dernières données de Start Counter, Linux a récemment franchi la barre des 4% de part de marché mondiale, atteignant
un impressionnant 4,3 en octobre 2024, un bond considérable par rapport aux 2,9 observés il y a 3 ans. Ce gain, bien que modeste à l'échelle mondiale, témoigne d'un intérêt croissant pour les systèmes d'exploitation basés sur Linux, qui s'explique en partie par la popularité de distributions comme Ubuntu, Fedora, Linux Mint, qui rendent le système plus accessible au grand public. Effectivement, ces systèmes-là, alors, Ubuntu, oui, Fedora, je connais moins, donc je sais pas, mais Linux Mint, je peux confirmer. Je m'y suis attelé à un moment. Linux Mint se veut le plus convivial possible et le plus au niveau reconnaissance de matériel, le plus accessible aussi. Et petite parenthèse, je parlais matériel dans les précédentes vidéos. Un truc tout bête, l'histoire de l'imprimante de Richard Stallman. Bon, ça pourrait toujours arriver parce que les pilotes d'imprimante sont toujours copyrightés, on va dire, donc non libres. Il existe depuis de nombreuses années des pilotes pour Linux, pour les imprimantes HP, Epson, Canon, etc. pour Linux. Voilà. Bon, après, c'est peut-être un peu de technique pour les installer, mais je vous dis, ayant installé des Linux chez pas mal de personnes, je fais l'installation du système en lui-même et je fais l'installation de l'imprimante. Et une fois que l'installation de l'imprimante est faite, il n'y a aucun souci. Et là, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 15 jours. Je devais installer une imprimante chez une personne chez qui j'avais déjà installé un Linux depuis au moins un an. En fait, l'imprimante était déjà reconnue, j'avais rien eu à faire. Voilà. Un des cas les plus frappants de cette montée en popularité se trouve en Inde, où Linux connaît une adoption rapide et soutenue. Le pays affiche actuellement 16,5% de part de marché pour Linux sur les ordinateurs de bureau, un chiffre bien supérieur à la moyenne mondiale. Cette progression est en grande partie attribuée aux initiatives gouvernementales qui ont favorisé la migration vers Linux dans les écoles, bureaux gouvernementaux et institutions publiques. Oui, parce ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement, comme je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, il faut savoir que non seulement par rapport aux divulgations d'Edward Snowden, on s'est rendu compte on a eu confirmation plutôt que Microsoft et compagnie nous espionnaient, mais qu'en plus, il y a aussi une histoire de souveraineté nationale. Il faut savoir que par exemple, il y a quelques années de ça, la gendarmerie nationale française est passée sous Ubuntu, donc sous Linux. L'armée française, je ne sais pas. Mais si l'armée française est sous Windows, ça pose problème. Je sais que là, j'ai encore vu un article, comme je disais, un article ce matin, comme quoi l'éducation nationale a signé un contrat avec Microsoft pour déployer Office 365. Bon, vous me direz, l'éducation nationale, c'est pas un secteur sensible, mais quand même, ça pose un problème de souveraineté, quoi. Alors, la distribution locale, etc. Surtout que les gouvernements qui adoptent Linux peuvent se baser, peuvent prendre comme base une distribution Linux en particulier et la modifier à leur guise. Enlever des choses, remettre des choses, etc. Voilà. Donc je passe le reste. Ce développement démontre bien que Linux n'a pas encore atteint une adoption massive sur le desktop, mais ça progresse. Dans le monde entier, sa montée en puissance dans les régions comme l'Inde pourrait bien ouvrir la voie à une adoption plus large dans d'autres marchés en développement où les besoins de solutions économiques et sécurisées sont de plus en plus pressants. Et donc là, ah oui, il y a un article que je vous ai pas mis. Attendez, je vais vous le chercher. Attendez, je l'ai mis où? Je l'ai là-dedans. Un article d'ailleurs qui m'a fait plaisir. Voilà. Toc. Je vous en parlerai après. Voilà. Voilà. Donc le rôle du Steam Deck. Le Steam Deck, c'est une console de jeu. Un facteur important de la montée de Linux réside aussi dans le succès de la console de jeu Steam Deck de Valve, qui fonctionne sur SteamOS, une distribution Linux spécialement conçue pour le jeu. Et figurez-vous que j'avais vu un article, je ne sais pas s'ils vont en parler après, c'est que les jeux fonctionnent mieux sous Linux que sous Windows.
et avec Proton un outil de compatibilité qui permet de jouer à des jeux Windows sur Linux. Valve montre qu'une expérience gaming de qualité est possible sur Linux. Grâce à cela, Linux a dépassé macOS et est devenu le deuxième OS le plus utilisé sur Steam. Victoire, super! Certains observateurs pensent cependant que l'impact du Steam Deck n'est pas aussi déterminant, suggérant que l'essor de Linux sur desktop est aussi dû à la montée des applications web accessibles avec un simple navigateur et aux préoccupations croissantes des utilisateurs pour la confidentialité. Il serait peut-être temps. Face à Windows 11, Linux séduit de plus en plus. Effectivement. Voilà. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Bien que Linux soit un système d'exploitation apprécié pour ses nombreuses qualités, gratuité, sécurité, stabilité et personnalisation, sa montée en popularité s'explique également par des facteurs extérieurs, notamment par certains changements du côté de Windows. La sortie de Windows 11 a en effet provoqué une grande frustration chez de nombreux utilisateurs, principalement à cause des exigences matérielles élevées imposées par Microsoft. Windows 11 requiert notamment une puce de sécurité TPM 2.0 et un processeur récent. Bon, on va surtout s'attarder au processeur, la puce, c'est pas grave. En fait, c'est une puce qu'il y a sur la carte mère. Il y a des moyens de contournement, mais Microsoft a corrigé les failles, et ce qui fait que les contournements ne fonctionnent plus. Donc, en fait, le système en lui-même, Windows 11 fonctionne toujours, mais les personnes après n'ont plus accès aux mises à jour. Ce qui rend de nombreux ordinateurs obsolètes incapables de l'installer. Beaucoup d'utilisateurs se sont retrouvés ainsi bloqués, et cette incompatibilité ont poussé certains à envisager Linux comme alternative viable, leur permettant de donner une seconde vie à leur machine. Effectivement. De plus, Windows 10, toujours largement utilisé, approche de sa fin de vie programmée pour 2025, donc programmée, obsolescence programmée, laissant les utilisateurs dans une impasse où ils sont contraints de mettre à niveau leur matériel ou de migrer vers un autre OS. Dans ce contexte, Linux apparaît comme une option séduisante pour ceux qui souhaitent un système d'exploitation suivi, maintenu et exempt de contraintes matérielles strictes. Je connais des personnes qui ont encore du Windows 98. Ils ont un ordinateur qui fonctionne, qui est plus à jour depuis 10 ans, voire plus, et qui s'en fiche royalement. Enfin, une part croissante d'utilisateurs exprime de la lassitude vis-à-vis de Windows. Mais évidemment, Microsoft fait ce qu'il veut. Ces mises à jour trop fréquentes et trop brutales, ces bugs récurrents et plus récemment l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système. Cette IA, perçue comme intrusive par certains, intègre des nouvelles fonctionnalités non désirées ou jugées inutiles et affiche des suggestions personnalisées, voire de la pub, un peu partout dans le système qui ne sont pas toujours bien accueillis. Pour ceux qui préfèrent un environnement stable, discret et respectueux de leur vie privée, Linux offre une expérience plus sereine, sans publicité, fonctionnalités superflues et mises à jour forcées. En résumé, le choix technique de Microsoft et le ressenti de ses utilisateurs contribuent aujourd'hui à une lente migration vers Linux qui séduit par sa simplicité, sa robustesse et son respect de la vie privée des utilisateurs. Malgré ces progrès, donc pourquoi Linux peine encore sur le desktop? Malgré ces progrès, Linux reste minoritaire sur le marché des ordinateurs de bureau, où Windows domine encore largement. Plusieurs obstacles expliquent cette situation. Compatibilité logicielle. Certains logiciels propriétaires, essentiels comme la suite Adobe, ne sont toujours pas disponibles sur Linux. Si des alternatives existent, elles ne répondent pas toujours aux besoins des professionnels. Alors ça, c'est toujours le même problème, c'est que ça, c'est pas la faute à Linux, c'est la faute à Adobe. Si Adobe ne fait pas une version Linux, entre guillemets, eh ben, il n'y aura jamais de version Linux. Voilà. Parce que la suite Adobe étant un logiciel propriétaire d'Adobe, donc non libre, les développeurs Linux ne peuvent pas faire de logiciels similaires ou équivalents. Voilà. Et il y a aussi le fait qu'il y a un problème de compatibilité au niveau des formats. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre aussi par rapport ce qu'on appelle les open documents. Bon, j'en parlerai peut-être, on verra. C'est-à-dire que avant LibreOffice, il y a eu OpenOffice. Bon, il y a eu aussi une histoire avec ça, avec Oracle. Et OpenOffice a adopté le format ouvert ODT, Open Document Text, je crois. Et ça a fait concurrence évidemment avec la suite de Microsoft Office, ce qui fait que OpenOffice pouvait ouvrir des docs, des points doc, donc de Microsoft Office, mais Microsoft Office ne pouvait pas ouvrir les fameux points ODT de OpenOffice. Donc ça a été la guerre, etc. Nanana, et finalement,
Microsoft a inventé ces formats X, avec le DocX, le PPTX, le XLX, etc., etc. Ce qui fait que les fichiers DocX ne pouvaient pas être ouverts par OpenOffice. Mais toujours pareil, ça a été la guerre, nanana, et au final, résultat des courses maintenant, j'ai jamais essayé, mais je pense que je ne vais pas dire des bêtises, Microsoft Office peut ouvrir des ODT, et OpenOffice, maintenant devenu LibreOffice, peut ouvrir des DocX, des PPTX, des XLX, etc., etc. Ce qui pose toujours problème, c'est les macros. Alors, courbe d'apprentissage. Bien que Linux soit devenu plus convivial, il demande encore une certaine adaptation, ce qui peut décourager les utilisateurs habitués de Windows. C'est vrai. Mais bon, quand on voit les avantages derrière, je pense que l'effort peut être fait. Gaming et compatibilité matérielle. Malgré des avancées, le gaming sur Linux reste limité par rapport à Windows. Évidemment, vous achetez un jeu dans une grande surface ou un magasin spécialisé, il est pour Windows. Des fois pour Mac, ça arrive de trouver des versions Mac, mais en général c'est principalement pour Windows. Sachant que, petite précision, je ne l'ai pas encore dit, mais je le pense très fort depuis longtemps, et je le dis, et je le crie fort, c'est que un ordinateur n'est pas une console de jeu, déjà, à la base. Et deuxième chose, ça c'était le premièrement, mais la deuxième chose, c'est que quand vous achetez un jeu pour une console, le jeu est adapté à la console. Le matériel de la console n'évolue pas, il n'y a que le système qui évolue. Le système de la console évolue. Par contre, quand vous achetez un jeu pour PC, il y a toujours un petit encart qui vous, voire peut-être même deux, configuration minimale requise et configuration recommandée. Et c'est possible que le jeu que vous avez acheté, déjà il va prendre beaucoup de place, mais bon, ça c'est pas un problème en général pour les gamers, possible qu'il ne fonctionne pas comme il faut sur votre ordinateur, parce que votre ordinateur est jugé trop vieux. Voilà. 13,1% des utilisateurs de Linux déclarent aussi des soucis de compatibilité matérielle dus à des noyaux obsolètes dans certaines solutions Linux. Néanmoins, l'amélioration des jeux compatibles, en partie grâce à Proton, est un signe encourageant. Vous voyez, des fois il y a des problèmes avec des manettes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et j'avais pensé à autre chose, mais attendez, le jeu, bon, je continue, ça va peut-être m'en revenir, on va voir. En résumé, donc Linux est un avenir prometteur malgré tout. En résumé, Linux est en forte progression dans le système, dans le monde des serveurs, des infrastructures cloud et même du gaming grâce au Steam Deck. La part de marché sur desktop est en hausse et lorsqu'on ajoute les parts de Chrome OS basées sur Linux, le taux atteint 6,32. Voilà. Alors Linux remplace-t-il Windows ? Oui. C'est pas encore le cas pour l'utilisateur moyen, mais dans le secteur des serveurs et du développement, il est déjà largement dominant, avec l'augmentation des applications web et une sensibilisation croissante et la sécurité et la confidentialité. Linux se sent bien placé pour continuer à gagner des parts de marché lentement mais sûrement. Mais bien sûr, on va les avoir. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Linux a le potentiel de concourir davantage d'utilisateurs grand public dans les années à venir, ou restera limité, cantonné à des domaines spécifiques comme le développement ou le cloud ? Pas du tout. J'y crois. Pour aller plus loin, nanana. Voilà. Donc voilà. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Et donc, ce que je voulais vous faire voir aussi, c'était ça. Petite victoire que j'ai vue la semaine dernière, c'est ça. Huawei s'apprête à abandonner Windows et à passer à Harmony OS et Linux pour ses futurs PC. Huawei dévoile son propre système d'exploitation, Harmony OS Next, et affirme que le noyau d'Harmony OS Next est 3 fois plus efficace que Linux. Huawei a dévoilé un système d'exploitation auto-développé appelé Harmony OS Next. Lors de l'événement de développement, le PDG a décrit le système d'exploitation comme étant totalement indépendant et doté d'un cadre d'IA complet. Le PDG a également affirmé que le noyau Harmony était 3 fois plus efficace que Linux. Et donc ça, quand même, Huawei, malgré ce qu'on en pense, c'est quand même une entreprise assez forte quand même. Pas arrivée au niveau de Samsung, mais assez forte. Je vous laisserai l'article. Mais c'est une petite victoire. Encore une. Voilà, ça progresse. Allez, je vous dis à bientôt.